reconstruire Haïti. Pourtant, moi, t'es rêvé au pays. Nous tout envirer de vivre. Tout petit monde doit à l'école. Les citoyens doivent parler toute parole. Côté d'un fleuri, c'est mon démocratie. Rebâtir Haïti. Le pays, ça nous tout café. La table verte se réunit chaque 6 mois et au cours de cette réunion, les acteurs nationaux et internationaux qui travaillent dans le développement du Grand Sud discutent, planifient. La réunion d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, s'inscrit dans un contexte particulier. C'est dans un contexte post-Mathieu qui a dévasté 3 départements du Grand Sud, le Sud, la Grand'Anse et les Nippes. Les rafales de vent ayant atteint plus de 200 km/h ont laissé dans certains endroits un paysage lunaire, une végétation semblable à celle de Verdun, un paysage comme pilonné à l'artillerie lourde. La catastrophe est humanitaire, elle est écologique, elle est alimentaire, elle est économique. La réponse humanitaire est en train de se mettre en place, mais c'est aussi maintenant qu'il faut définir comment se fera la reconstruction. Parce que la crise, et parce que toute crise, mesdames, messieurs, offre des opportunités, celle de réfléchir aux manques, aux faiblesses, afin d'apporter les solutions, nous sommes présents à cette réunion, à cette mise en commun de nos réflexions pour trouver des propositions. Mais avant, parce que nous sommes sur les terres du maire Gabriel Fortuné, avant d'inviter le maire à prendre la parole pour ouvrir ses assises, je voudrais vous inviter à vous mettre debout. Afin de consacrer 1 minute. 1 minute de silence en mémoire de ceux emportés par Mathieu. 1 minute de silence pour visualiser la difficulté de nos frères et sœurs qui doivent se relever. 1 minute de silence aussi pour visualiser nos contributions, nos actions, en ayant à l'esprit qu'il faut être efficace, qu'il ne faut plus recommettre les mêmes erreurs. 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute de silence aussi pour visualiser nos contributions, nos actions, en ayant à l'esprit qu'il faut être efficace, qu'il ne faut plus recommettre les mêmes erreurs. 1 minute, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'ai beaucoup de plaisir à inviter le maire d'Écailles, M. Gabriel Fortuné, dans ses propos de circonstance, avant de rentrer de plein pied dans les travaux du jour. Monsieur le maire. Au nom des maires du Grand Sud, en particulier de la Grand'Anse et du Sud, au nom des populations victimes de l'ouragan Mathieu, le 3 octobre dernier, moi saluer l'initiative que SIAT prend pour réunir différents acteurs, non seulement pour continuer le geste de solidarité, mais pour chercher des réponses adéquates, appropriées à des problèmes structurels que nous gagnons. C'est le moment pour nous saluer toutes différentes ONG que nous identifions là, organisations internationales, qui étaient présentes immédiatement après malheur que nous tous connaissons, pour apporter une aide d'urgence et qui continue à apporter une aide d'urgence dans le cadre de la première phase là, tout le monde qui est victime. Nous saluons le courage de tout magistrat qui a passé un moment très difficile, qui a l'idée, mais malheureusement, qui n'a pas de moyens, et qui est dépendant de tout l'autre acteur pour être capable d'être plus proche de la population. Nous estimons que
L'initiative ça qui prend là, n'est pas un exercice seulement d'intention. Et même après le 12 janvier, il y a pile l'initiative qui prend. Mais malheureusement, reconstruction pour commencer. Nous espérons que le gouvernement en place à comprendre l'importance de l'initiative ça, pour le capable d'approprier et pour le permettre que les collectivités territoriales deviennent acteurs, un véritable acteur dans la question relèvement et reconstruction commune qui affectent. Nous avons profité pour nous dire que le passage cyclone ça, il fait qui degré de vulnérabilité, degré de fragilité, de précarité en pile. Haïtiens, nous-mêmes dans le sud, qui sous trajectoire cyclone. De toute façon, cyclone a toujours passé. Mais ce n'est pas passage cyclone ça qui est le problème. Les gens qui sont plus affectés ont déjà vécu dans des conditions infra-humaines. Et que le gouvernement, le Parlement, a choisi d'ignorer. Donc, cyclone n'a passé, de retirer de là, il fait tout le monde ouais ça. J'espère qu'il a tiré le son de ça. Cyclone, ça est capable de montrer nous toujours degré d'irresponsabilité. Encore le gouvernement vous fait montre. Lorsque nous avons présence du Premier ministre, grâce au passage du secrétaire général des Nations Unies, le Premier ministre est venu visiter le Sud parce qu'il était accompagné du secrétaire général. Donc, il n'a pas visité nous, c'était un accompagnement à secrétaire général. Conséquence, ça n'a pas vivre là, c'est faillite l'État. C'est faillite l'État. Mais c'est faillite toute communauté internationale là. C'est échec communauté internationale là, qui toujours fait de gros promesses pour Haïti, mais qui toujours très complaisant, très complice parfois avec le gouvernement corrompu que malheureusement depuis 30 ans qui a passé là. Il y a comment corruption qui caractérise le gouvernement ça fait ravage, et ces ravages ça n'a pas vivre là. Je dis à plus gros bagaille pour faire pour le peuple là, c'est capable moins complice, moins complaisant envers le gouvernement ça aider nous mettre institutions fortes pour combattre la corruption. Parce que si pas autant de corruption, tu as bien plus de moyens au niveau du gouvernement pour faire certain travail. C'est incapacité mairie autour. Parce que si nous prenons des zones qui sont très affectées, c'est des gens qui construisent dans n'importe quelle condition. Parfois avec maintenant la bénédiction des services de génie municipal qui prend encore corrompu, qui prend corps dans les mounions pour qui te fait n'importe qui bagaille. Donc il faut que nous repensions totalement mairie. Nous avons dit que rencontre ça, il faut arriver à sensibiliser les parlementaires qui pas jamais joué le rôle de contrôle. Et si on a joué le rôle de contrôle dans ce gouvernement fait, nous avons moins de dégâts. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect matériel là pour nous en termes de. Maintenant, il faut refaire l'environnement, il faut refaire le secteur agricole là, il faut recapitaliser nous, mais surtout, il faut institutions politiques nous. Et surtout, le Parlement, il faut qu'on ait une meilleure formule. Et ça, c'est le rôle de la communauté internationale là, qui là depuis des années, pour venir aider nous à refaire l'institution nous, mais bilan après, l'institution nous vient plus mal. Même élection institutionnelle, on va pas faire. Dans le visage de la communauté internationale. Et parfois, ils ont aidé au fait dilatoire. Nous avons besoin d'un leadership politique éclairé pour nous faire face à ce problème. Mais on sentit qu'il y a une dynamique pour repousser, et international là, très complice dans la question. Donc quand même, encore moi remercier nous pour l'initiative ça. Et m'espérer cette fois-ci là au profit de tout Haïti et en particulier du Grand Sud. Merci.
Nous remercions le maire pour sa parole libre. Il ne va jamais cacher sa pensée, il toujours dit, il est toujours assumé, positionné. Moi, Robertson Alphonse. La réunion va se dérouler en deux langues, en créole et en français. Je m'appelle Robertson Alphonse, je suis journaliste de formation. Là, je fais office de facilitateur. Je n'aime pas trop le terme modérateur. Le facilitateur me convient mieux. On a invité Madame Michel Auriol de SIAC pour cadrer, si vous voulez, discussion sérieuse pour nous. Après, on a bien état des lieux et propositions et a fait des thématiques par thématiques avec différentes personnalités de SIAC, Michel Auriol, entre autres, Hugues Joseph, Paul Duret et Marc Rénal, entre autres. Bienvenue particulièrement aux institutions internationales qui sont descendues d'hélicoptères pour venir voir ce qui se passait sur le terrain. Merci en pile tout magistrat qui sont inami dans l'abondance. Merci en pile pour tout partenaire habituel de la Verte. Ça veut dire responsables départementaux, différents ministères. Merci magistrat et nous sommes toujours là pour aider nous recentrer vrais problèmes. J'espérais que nous sommes capables d'avancer sur nous à l'occasion de cyclone. Ok, moi j'ai plusieurs choses que je me dit là on y est. Peut-être que la réunion ça va répondre à l'attente certainement. Ce n'est pas une réunion pour discuter de l'aide humanitaire. Ça veut dire que nous connaissons que dans pile problème, dans pile côté de Paris de l'eau, dans pile côté de choléra, nous pas marché dans 3 départements semaine passée et dans pile cas qui découvrit, dans pile monde qui est dans la rue, dans pile monde qui pas manger et même qui pas de l'eau pour boire. Donc paquet institutions, ONG, institutions nationales, institutions internationales qui ont occupé question ça. Je dis à nous 10 jours après, plus que 10 jours après cyclone là. Mais nous-mêmes, ce que nous voulons poser avec l'Assemblée ici, c'est que prendre de l'argent qui a rentré, de l'argent trésor public qui a rentré, qui est disponible pour aider dans le Grand Sud, il faut que nous commencions à être plus loin. Ça veut dire qu'il y a des villes comme Oumer, que la mer entre là-dedans, il y a des côtés que Caillou crasé, mais parce que Caillou pas bien construit. Côté que c'était pas bon, il y a un paquet de problèmes économiques qui a posé parce que tout jardin crasé, qui est-ce que nous sommes capables de faire pour nous capables de repartir. Ça veut dire que il y a des gens qui ont occupé l'urgence, sur qui ça pour faire depuis le cyclone a fini passé pour aider la population. Mais nous-mêmes, le travail que nous allons faire ici, c'est pour nous être petit classe plus loin. On communique pour les cas, on communique pour le salut. Toute commune qui ravage, qui ça que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de repartir après que nous avons dit tout problème urgent finit résoudre. Ou que nous peut-être pas tout pour le résoudre, on partit pour le résoudre, mais nous-mêmes nous avons essayé de garder plus loin, nous voulons essayer de garder plus loin avec nous qui va. Donc c'est ça qui fait que semaine passée, avec certains ministères des Finances et avec toute une équipe CNGS qui était déployée sur le terrain, nous marchons regarder qui côté la mer a été rentrée, qui côté rivière a été débordée, ça veut dire identifier vraiment zone dangereuse et voir comment, dans le détail, qui s'est passé dans l'agriculture. Nous n'avons pas fait évaluation dans le sens compter combien de cailles qui crasent, compter et combien de bœufs qui mourent, etc. Nous vraiment à regarder dans quel point que nous avons à faire jardin, est-ce que le temps récolté, est-ce que ça a été récolté, il y a temps germé à cause de la pluie. Donc c'est toute question ça qui intéresse nous et demandez-nous qui ça peut fait, qui peut commencer fait. Je dis qui peut commencer fait dans un mois, dans 2 mois, pour que soient capables de recommencer production agricole, qui côté que yo ouais que tout cas aller, la mer entrer sous yo, qui est nécessaire pour ne pas retourner là, de façon à ce que nous sommes capables de discuter avec l'institution nationale et internationale. Ok, on monde qui était Carpentier, je dis un Carpentier par été, on caille campé.
Seul qui campait son marché. Donc ça n'a pas comme ça qui était pratiquement sous plage. Est-ce que c'est clair que on va recevoir 2-3 tonnes et mettre sous la caillou? Mais est-ce que nous pas commencer une discussion avec nous capable qui côté que t'as mieux pour eux, qui t'a moins exposé pour que soient capables de vivre demain. Donc, premier point pour nous clair, c'est que nous ne pas venir parler d'urgence, nous ne pas venir parler d'aide humanitaire, nous venons parler de reconstruction. Donc, au fur et à mesure que le temps passé, il y a 2-3 personnes qui peuvent présenter des propositions que ça fait. Après que nous faisons discuter avec nous sur le terrain, dans le sud, dans la Grandance, et nous permettons que nous-mêmes nous disons si nous trouvons des sérieux ou non, ou si il y a des choses importantes que nous oublions, ou si il y a des choses que nous mettons qui ne sont pas très importantes en réalité, dans le genre que nous-mêmes nous voyons la situation. Donc, c'est ça que nous voulons faire aujourd'hui. Ça veut dire dans 20 secteurs, économie, ville et logement, infrastructure, agriculture, et tout côté institutionnel et social qui mêlé dans la question cyclone ça, et ouais, sur le long terme, qui ça que nous sommes capables de mettre en place pour que lors du prochain cyclone passé, nous ne pas venir retrouver nous dans la situation côté nous aujourd'hui, côté nous pas comme côté que nous voyons tête nous. Puis gros dommage que nous constatons, c'est dommage que le vent fait. Ça veut dire que nous avons dans certaines villes là, nous avons trop en côté de caille, mais que côté que nous ne pas arriver, ça veut dire tout le monde, depuis qu'on prend le monde la selle, vivre juste la haute, et c'est là que vraiment il y a un peu de dégâts, c'est là qu'il y a plus mort. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à connaître qui quantité de monde qui mourut en haut dans. C'était époque récolte pour octobre, donc il y a vraiment gagné un peu de monde dans tout le jardin en haut dans et que bois qui cassé ne pas permettre de arriver juste dans le jardin ça, dans le moment que nous-mêmes nous dépassons ce même passé. La table verte, qui se réunit chaque 6 mois et qui discute de ce qui se passe dans l'abondance et qui essaie d'orienter un peu l'action des uns et des autres sur le terrain, et ne pouvait pas laisser passer cet événement sans réagir. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu réunir la table verte le plus vite possible, élargir l'invitation à d'autres institutions, à d'autres départements même, puisque la table verte concerne le sud, mais le nord-ouest, par exemple, est très frappé également. Et c'est pour ça que nous avons invité les maires et les gens de la société civile du nord-ouest pour participer à cette rencontre. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'humanitaire. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, il y a beaucoup d'institutions impliquées, mais il faut commencer dès aujourd'hui à préparer l'avenir. Le maire d'État a bien souligné le fait que le cyclone, comme le tremblement de terre d'ailleurs en 2010, a mis en évidence nos faiblesses institutionnelles et le mauvais usage que nous faisons du territoire. Donc, je peux prendre un exemple très simple. Avec l'habitat dispersé par exemple, les humanitaires ne savent vraiment pas comment structurer le secours qu'ils apportent. Je prends la question de la distribution de l'eau. On a eu une ambassade qui a appelé à Campérin pour dire nous avons une machine de 10 tonnes qui peut traiter je ne sais plus combien de mètres cubes d'eau par jour. On a besoin d'un endroit où le mettre. Il faut que cet endroit soit plat. En Haïti, c'est une gageure. Il faut que les populations les plus touchées se trouvent dans les mondes. Et il faut un endroit sécurisé et il faut un point d'eau à proximité. Donc, arriver à réunir les mêmes éléments, il aurait certainement mieux valu avoir 10 petites machines 10 fois moins puissantes, mais qui auraient été plus mobiles pour permettre d'aller dans les endroits où vraiment la question de l'eau est aujourd'hui un problème fondamental. Donc, la façon même dont le territoire est organisé aujourd'hui en fait la fragilité. Donc nous, notre point, et c'est ça qu'on a cherché sur le terrain,
avec le CNJS, c'était d'identifier ces points de faiblesse. On les connaît, mais le tremblement de terre, le cyclone permet de les apprécier de façon beaucoup plus précise et se baser sur cette information-là pour proposer des solutions de reconstruction. Donc on a touché différents aspects, la question du logement et des villes. Donc on est en quête de ça, un diagnostic territorial et des propositions qu'on puisse vendre à tous, institutions haïtiennes, institutions étrangères, de façon à ce qu'on puisse commencer au moment même de l'urgence, poser les actes et commencer à imaginer ce que sera la reconstruction. Donc on a poussé un peu le diagnostic agricole, on était plus qualitatif que quantitatif, pour voir où on en était des systèmes agraires pour savoir exactement dans quel sens orienter l'action. Et ce sont tous ces éléments-là que nous apportons à votre appréciation aujourd'hui. Donc tu parleras de la fiche un peu plus tard. Donc c'est une vraie consultation, c'est pas... On n'est pas venu dire il faut faire ci ou ça. Nous pensons, nous, qu'il faudrait faire 1, 2, 3, 4. On a 21 propositions et on a besoin de votre validation. Est-ce que ce que nous proposons est intéressant, utile, approprié? Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Et est-ce que certaines des choses que nous avons proposées ne vont pas du tout? Donc, c'est l'exercice qu'on est en train de faire depuis la Seine, dans l'ouest, donc à cheval sur l'ouest et le sud-est, jusqu'à la Haute. Et que ce sont des communautés vraiment au-dessus de 400-500 mètres qui ont pris ce vent de plein fouet, même si on en voit la trace plus bas, mais l'état de la situation est très grave dans les zones de montagne. Il y a eu tout le phénomène de submersion marine sur la côte. Et c'est ce qu'on peut observer donc, dès qu'on quitte Torbec, donc de Port-Salut jusque pratiquement l'autre côté, donc Roseau, Orail-Pestel. Beaucoup d'infrastructures détruites ont été par submersion marine du fait de la houle cyclonique. Maintenant, on a eu beaucoup de rivières en crue, pratiquement toutes les rivières depuis Léogane. Il y a eu des débordements dans certaines zones de concentration de population, mais beaucoup moins graves, je dirais, que ce qu'on attendait. Par exemple, sur Campérin, on avait très très peur par rapport à la ravine, mais comment dire, c'est finalement un cyclone qui a apporté beaucoup de vent, une houle marine très forte et un peu moins, même si on ne voit pas tous les rivières en crue, on n'a pas eu ce débordement de rivières qu'on constate parfois même en année ordinaire dans le sud. Bien, je te laisse parler. Merci Michel, bonjour à chacun de vous. Et dans le contexte que moi je intervenu, c'est surtout l'utilisation de l'information géospatiale en cas pareil. Nous avons fait expérience en 2010 après le tremblement de terre là. Et nous avons des outils de télédétection, de visualisation en territoire à partir d'images satellites, à partir de photographies aériennes. C'est un outil incontournable pour non seulement faire évaluation des aspects, mais surtout préparer reconstruction et préparer intervention future. Et c'est dans le cadre de ça, encore en Nisa, malheureusement suite à cyclone naturel, nous refaisons l'expérience là, utiliser l'information spatiale pour voir comment nous sommes capables de faire non seulement un état d'impact, de dégâts, mais surtout pour nous voir mieux comment faire un design de territoire.
Depuis le début, le CNJS en tant qu'institution étatique, sous tutelle ministère de la Planification, et commencé avec protection civile, la production des formations qui pourraient aider au mieux comprendre et impact cyclone, mieux comprendre le côté qui affecte, mais surtout avec appui et Banque mondiale, BIP, et etc. Donc, il y a une unité en permanence au niveau CNJS depuis presque 10 jours déjà, qui a produit des données, qui a aidé à faire un inventaire rapide de désastres. Nous utilisons différents types d'informations, différents types de produits, différents types de données. Et premier, ça nous a commencé, c'est avec l'éducation. Et en fait, c'était plus facile parce que nous avons fait pour le ministère de l'Éducation une ligne de base de toute l'école au niveau du territoire. Et à savoir l'organisation, le type de toiture, le type de mur, comment on construit, nombre de salles de classe, etc. etc. Et il daté de 2014-2015 et nous partis de base de données ça. Et avec direction cyclone passé sous le département studio et avec cartographie vent, nous arrivons à identifier de façon très précise et type de l'école qui était susceptible pour affecter par cyclone. Et nous croisons l'information ça avec des données de terrain qui viennent du ministère de l'Éducation et qui ont une bonne corrélation entre données satellites, données et d'images et avec données de terrain que les techniciens du ministère de l'Éducation ont collecté sur le terrain. Et nous sommes arrivés du fait que nous avons utilisé des outils de base de données, de photographie aérienne qui étaient faites sur toutes les régions, nous sommes arrivés à des cas plus systématiques que données de terrain parce que nous arrivons à faire évaluation à partir de données sur l'ensemble de zones, même dans les zones que les techniciens du ministère de l'Éducation peuvent trouver. Donc c'est pour montrer la potentialité des outils et de même pour l'inondation, comme Michel l'a dit tout à l'heure, et nous, avec une équipe de 30 enquêteurs, à peu près autres techniciens du CIAT, CNIGS et des techniciens que nous avons en souterrain, et au niveau du département, nous arrivons à faire une cartographie de zones d'inondation, mais surtout garder hauteur de l'eau dérivée dans la zone qui est très important pour des plans d'aménagement, de réaménagement territoire, pour nous arriver déjà à commencer à stocker historique pour hauteur de l'eau et dans la zone Il y a toute une méthodologie qui est assez bien maîtrisée et par l'équipe CNGS et SIAT. Et pour que nous arrivions à faire cartographie ça, et pour que nous arrivions à qui côté de l'eau arrivé qui est haut et qui infrastructure tout qui en donc déjà avec toutes les données sur l'infrastructure qui existait que nous avons disponible, c'est remettre l'infrastructure dans la zone qui est inondée pour nous arriver à compter où est effectivement qui est infrastructure qui est affectée par l'eau. Et de même au niveau de l'eau, nous faisons différence entre l'infrastructure ou qui était inondée par la mer et qui est inondée par l'eau et la pluie. Et le challenge là était pour l'autre thématique, et à savoir environnement, et agriculture, infrastructure, et routière, etc. Donc pour l'agriculture, un petit peu plus difficile, mais déjà gagner des méthodes qui baillent des informations très approximatives sur les zones agricoles qui affectent. Déjà au niveau de données et inondations, nous prenons une série de zones inondables. Et ce qui était plus sensible là, c'est ça que nous avons regardé avec les techniciens Banque mondiale et Biblio depuis hier, c'est comment évaluer la quantité de bois qui tombait ou qui est complètement donc arraché complètement suite à ce cyclone. Et là, il est un petit peu plus difficile parce que pas bien des informations très précises, mais déjà il y a une méthode d'échantillonnage que nous avons fait depuis 2013 et dans le cadre d'un programme qui était financé par l'Union européenne et pour que nous ayons fait une
sorte d'échantillonnage sur tout le pays et à partir de là déterminer chaque occupation et territoire. Donc nous partons de l'île et nous extrait de population ça, toutes données qui concernaient les pieds-bois et à partir de données qui concernent les pieds-bois, nous allons déterminer approximativement la quantité de pieds-bois qui tombaient. Et ça dit avant, après c'est d'autres images qui fait après, mais malheureusement nous avons commencé à analyser la qualité d'image qui fait tout de suite après, qui c'est des images satellites, qui pas de précision suffisante qui permettent de nous faire différence entre pied-bois qui campé et pied-bois qui couché. Et nous faisons un paquet de survol par drone et malheureusement qui n'a pas couvrir tous les 3 départements qui affectés, mais sur des zones que nous volons, nous arrivons à faire différence là très clairement entre le bois qui tombait sur l'image drone et à partir de là nous sommes capables de faire différence que pour les zones que nous survolons avec drone et zones avant. Par extrapolation, et on équipe qui travaille aujourd'hui au niveau CNGS pour que nous soyons capables d'arriver à déterminer sur ensemble 3 départements et impact cyclone sur le pied-bois. Et ça, c'est utiliser une méthodologie qui est plus rapide dans certains cas plus précis pour bailler des chiffres sur dégâts et à partir d'informations qui sont visibles, à partir d'images satellites ou à partir de photographies aériennes, de photos drone que nous prenons, mais c'est des traitements qui est un petit peu des chiffres qui est un petit peu difficile pour sortir du fait que les bases d'informations préalables, la base d'informations avant cyclone n'est pas disponible. Et nous retournons avec un discours de 2010 là, que CNGS de proposé ou bien de défendre avec toute l'autre institution. Et c'est définir une fois pour toutes un bon système d'information sur le pays dans différentes thématiques et qui, ou différents secteurs, qui prennent et servir de base d'information et pour le pays, qui peut servir de base d'information pour le secteur, bien entendu avec une stratégie de mise à jour en permanence qui est possible, qui est faite à partir de structures étatiques et qui existaient au niveau du pays. Et nous pensons que débat ça, il relancer encore, donc, et base d'information, ça que nous avons parlé, obliger une base d'information spatialisée, un système d'information spatialisé, qui est plus facile pour manipuler, qui est plus facile pour sortir des chiffres, qui est plus facile pour faire des comparaisons et qui peut servir tout de base pour tout le travail d'aménagement, de réaménagement et de planification territoriale. Et Michel t'a juste initié très rapidement et sous diagnostic qui était en cours et je crois que nous commençons en août ou fin juillet et on diagnostic sur 3 départements qui étaient commandés par le CIAT que CNGS a fait. Nous étions à peine sur de première mission de terrain et nous avons fait ressortir les grandes poches de population, nous avons fait ressortir les grandes fonctions économiques de territoire, nous avons fait ressortir contraintes et territoire, nous avons fait ressortir toute potentialité qui gagne au niveau de territoire. Et malheureusement, nous n'avons pas été trop approfondis, mais nous mettons clarité là, donc c'est une méthode que nous fait dans le département que nous allons répliquer dans 3 départements et qui d'ailleurs débaille de très bons résultats que nous avons fait déjà dans le département nord-ouest que nous allons appliquer. Donc, les outils là, méthodes là, c'est utilisation, c'est exploitation qui prennent dans optique de réaménagement de planification territoriale qui peut permettre de nous bailler des résultats. Et par rapport à démarche et Jodia, donc heureusement Michel est convaincu que, bien sûr convaincu que c'est des outils qui sont incontournables pour l'aménagement du territoire, une fois de plus, et nous sommes capables d'exploiter, nous sommes capables de profiter de eux pour que nous mieux planifier le territoire, pour mieux déterminer dans quelle zone on a fait qui ça et pour combien de temps. Et en dépit du fait de vulnérabilité Haïti et vulnérabilité région sud-là et par rapport à toutes les aléas qui gagnent. Merci.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces informations sur ce que fait le CNIGS. Et en arrivant ici, nous avons tous reçu un petit lot de documents avec toutes propositions là-dedans. Jean-Michel Diala, on va discuter sur tout à l'heure, mais tout ça là, globalement, on va faire un état des lieux. Et je crois que on va poursuivre avec l'état des lieux. Je ne vais pas payer comme là, nous sommes au sujet d'état civil, excusez-moi, complet. Ok. Donc, littoral, logement, production d'agrégat, Michel Aubriol, et puis terroir agricole, il y en a une campagne agricole de novembre 2016, et puis une proposition du CIAT, campagne agricole de janvier 2017, c'est une Joseph, café, haute et moyenne montagne, cacao, moyenne montagne, de Paul Duret, les arbres fruitiers, Paul Duret, qui va faire état des lieux pour nous rapidement, et puis pour proposition tomber, et pour passer nos phases de discussion, qui est très importante, avec ou sans micro. Michel. Ce que moi je me dis, c'est que nous nous concentrer sur le taille, sur Jérémy, et nous allons créer un appel de population sur l'île Sal. Nous déjà commencé à voir dans Jérémy, côté que déjà une espèce de plan qui commence à faire dans un très vite. Donc, je reconnais que c'est difficile, mais vraiment, ça sont des recommandations essentielles pour nous. Il faut que nous allions dans une petite vidéo, que tout le monde va descendre, nous allons faire le placement dans le modèle. Tout le monde va descendre sur Jérémy local. Les gens qui vivent l'événement ça dans le sud, raconter comment que les vagues monde qui sortent de l'Ouest, qui descendent beaucoup pour le Naya dans le sud, et puis après ça, ils ont monté Port-au-Prince, après Azel, après Floride. Donc, pour résumer rapidement en français, c'est qu'il y a des actions qui sont en train de se passer maintenant avec les humanitaires sur lesquels nous attirons leur attention parce que ça risque de créer des problèmes que nous, on ne pourra pas gérer. Ça veut dire que quand on distribue les secours pour aller à Jérémy, on fait un appel d'air pour que les populations viennent dans cette ville-là. C'est déjà très clair sur Jérémy. Donc c'est déjà d'ailleurs un peu visible aussi sur Port-au-Prince. Donc il faut vraiment que l'action se déploie dans les petits. Ce qui est passé en 2010 n'a pas passé fois ça. Ça veut dire que la manne ne tombera pas du ciel, c'est ça me l'a dit. Et le n'a fait proposition, le n'a imaginé qui ça n'a fait. Il faut nous imaginer que pas bien tout corps qui était gagné en 2010. Donc chaque corps que nous sommes capables de joindre, nous mobiliser, et il faut que nous mobilisions bien parce que pour essayer d'éviter autant que possible le gaspillage qui était fait en 2010. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons très stratégiques, il faut que nous soyons très clairs, il faut que ça que nous demandons qui pour faire tout, il faut que nous ne pas déraper, partir ici de l'autre bord parce que par le corps, il y a des gens qui parlaient d'opportunité, son mot que je ne pas très aimé à propos de style de catastrophe ça y est. Et une catastrophe, il faut nous gérer et j'en ai géré là, conditionner l'avenir. Donc il faut que nous soyons vraiment extrêmement prudents par rapport à la proposition que nous avons faite pour que nous ne pas imaginer que nous n'avons pas de propre qui peut dépenser à partir de catastrophe ça. Donc c'est pas le trésor public, c'est pas l'ancien projet à côté qui a déjà existé, côté que nous pourrons obliger faire discussion avec bailleurs de fonds. Dit nous te prévoir faire tel bagage, on fait tel bagage plus tôt. Mais pas penser que nous n'avons pas de corps qui peut arriver pour des nouveaux projets. Et donc il faut que nous restions intelligents et prudents. Et ONG, on parle certainement même par canal, par réussir à mobiliser un pile corps. C'est ça qui fait que l'important qu'avec nous là aujourd'hui, pour essayer d'entrer avec nous dans la logique de long terme et connaître que. Ça qu'il a fait à son gros contribution et tout, mais que faut le cadre général. Donc rapidement en français, on n'aura pas une énorme masse d'argent comme en 2010. Il y aura relativement peu d'argent, le mouvement est déjà très clair, on voit comment ça se passe, notamment avec les demandes faites par les Nations Unies.
Donc il faudra compter d'abord sur le trésor public. Donc les réaménagements budgétaires possibles cette année, le budget de l'année prochaine. Donc les projets qui étaient déjà financés, pour lesquels il y a une souplesse, je pense, des bailleurs, pour qu'on puisse réaménager certains objectifs au vu de la réalité aujourd'hui. Les ressources mobilisées par les ONG, par leurs propres canaux, pour permettre à ces ONG d'entrer dans un cadre général qui aurait été défini ensemble. Et un dernier point, les Haïtiens à l'étranger. Donc nous avons reçu aussi l'ambassadeur d'Haïti à Washington. Il a des propositions par rapport à l'utilisation à la mobilisation de la diaspora autour du cyclone. J'espère qu'il pourra passer faire lui-même sa présentation. Sa mère est à Jérémie. Il va s'arrêter ici, si c'est possible, pour présenter ce que lui il pense pouvoir être la contribution de la diaspora. S'il ne peut pas, je ferai la présentation suivant les grandes lignes qu'il nous a données. Donc, chaque centime compte. Donc, qu'il s'agisse d'argent qu'on a déjà, qu'il s'agisse d'argent qu'on peut obtenir, qu'il s'agisse du trésor public, qu'il s'agisse des fonds des ONG, essayons de voir si on peut les utiliser au mieux pour la réhabilitation après le passage du... Bien. On a divisé les actions à faire en catégories. Moi, je vais vous parler rapidement de tout ce qui est logement, de tout ce qui est ville, de tout ce qui est construction. Donc, premier espace qui vraiment paraît nous plus sensible, c'est vraiment tout bol en mer. Trois calanvilles bol en mer. Nous prenons au caille, au quartier Kankoula, tout rel, l'en met entre le couvrir net. Son bail que nous te connaissons déjà, qui t'a commencé, nous t'ai mesuré il y a 2 ans, quantité, tout mot sautait que l'en met a déjà mangé au caille. Et nous voyons qu'avec Cyclone, il profitait l'avancée. Donc pour nous-mêmes, à faire bol en mer, c'est vraiment une question extrêmement importante. Nous commençons à travailler sur ça avec la Norvège, avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, que forme d'un petit mot plus parce que vraiment encourager nous en pile. Max tel encore nous tous les jours pour nous capables d'organiser étape vers ça le plus vite possible pour que nous fixer l'idée rapidement. Donc ça sont questions que vraiment nous avons déjà commencé à travailler sur lui, nous allons continuer à travailler sur lui. Et le plus vite possible. Ça veut dire pour qui est-ce bon en hier en Haïti? Bon pratique pour l'État, nous ne connaissons pas exactement qui ça l'État fait avec lui, parce que les magistrats sont impliqués là-dedans tout. Et bon, on a suivi depuis des années qui pour salut, côté que yo cassé plage pour salut, yo mettent en route, mon a bâti sous lit et puis sable en pralé. Donc après quelques années pour salut était en défiguré net. Nous allons regarder que aujourd'hui la mer reprend tout ça que nous te prend sous plage là. Ça veut dire tout bon béton côté terrain route etc. tout aller. Donc je dis qui ça n'a fait pour une ville dans Port Salut avec une richesse, un potentiel économique important qu'un couplage et Port Salut. Donc nous-mêmes nous proposer en réalité son bail qui était cap fait entre Banque interaméricaine avec mieux qui l'a donné côté que nous te prévoir font analyse avec des recommandations pour toute ville enfin une bonne partie dans la ville sous côte sud là et côté nous pral si nous can intégrer ville et grandeur surtout pour nous vraiment dire OK dans ville ça mais qui bagaille pour magistrat empêcher fait. Il y a des côtés que nous connaissons que ce soit la rivière, que ce soit la mer, que ce soit vent, c'est des côtés crasés de toute façon. Donc il faut que nous soyons capables de dire clair aujourd'hui et pour nous aider les magistrats à mettre en place règlement qui est nécessaire et équipe de monde qui est capable de faire travail ça pour que nous connaissions que dans la ville ça mais qui ça nous a fait, mais qui ça nous pas fait. Donc pour nous questions littorales vraiment sont questions qui pour adresser tout de suite pour nous capables de magistrats on appuie tout de suite pour capable gérer qui gens que nous construit
dans la ville qui est sous la côte. Ça ne veut pas dire que par un coup d'œil qui pour bail, parce que vous prenez un côté quand vous campez Maniche avec Chantal, qui en bas Mon Makaya, côté que vraiment il y a des gros ravages qui fait, mais et côté que plus gros problème qui pose aujourd'hui, hein, c'est le problème de reprise agricole là, que Hugues avec Paul va parler de ça. Donc pour faire rapide en français, donc il y a la question du littoral, de la concentration de population le long du littoral, du fait qu'on n'a aucune information réelle sur le foncier sur le littoral, et que grâce au travail qui a été fait avec le CNIGS, on va savoir très précisément toutes les zones à risque majeur pour lesquelles il faudrait des arrêtés communaux pour définir là où on peut et là où on ne peut plus construire sur le littoral. Donc c'est un travail qui était déjà préfinancé et qu'il faut maintenant accélérer pour aider les magistrats à prendre les décisions le plus rapidement possible. Ça veut dire que si on doit dire à quelqu'un vous ne pouvez plus construire ici, il ne faut pas attendre qu'il ait commencé à réinvestir là où il était pour lui dire après, écoute, mon petit père, tu dégages. Donc il y a des décisions urgentes à prendre et je pense que les informations que nous avons collectées rapidement vont aider à appuyer les réglementations dans les villes de la côte et sur la côte elle-même globalement. Donc en ce qui concerne le logement, il y a différentes... on recommande très fortement qu'on ne se lance pas à nouveau, comme ça a été le cas après le tremblement de terre, dans la construction de logements sociaux. On a vu, l'intention est toujours bonne de construire des logements sociaux, mais dans la pratique, pourquoi donner à Pierre plutôt qu'à Paul? Comment gérer les chantiers? On a vu à Port-au-Prince, après le tremblement de terre, la quantité de chantiers inachevés. Donc, mon tentation, pour l'humanitaire et pour magistrat et pour tout le monde, c'est penser que nous allons construire pour nous. Nous-mêmes nous disons, ok, l'idéal, leur fait que il semble une belle bagaille, mais que dans la réalité, il ne va jamais passer gens que nous espérons. Donc nous proposons l'autre approche, côté que plutôt on va mon crédit, plutôt qu'on regarde dans la ville qui côté et qui gens sont capables de rendre tête disponible pour nous reconstruire, surtout pour les gens qui étaient dans une zone vraiment inondable ou submersible. Donc c'est essayer ouais, comment que nous sommes capables d'aborder la question logement aux autres gens. Il y a 2-3 propositions qui sont faites là, notamment la question crédit immobilier. On a un gros dossier qui n'est pas un dossier immédiat, mais qui peut commencer à courir. C'est que même Jacques tremblement de terre, là, nous voyons que une série de tôles qui allaient, et Mathieu Tegonek, c'est vrai, mais c'est parce que très souvent, il était mal mis tôles. Ça veut dire que pas de assez clou, on ne techniquement et question, mais on va regarder des côtés tout. Tôles parti avec toute muraille caillou. Côté que vraiment il y a des problèmes de technique de construction. Donc, bon dialogue qui fait par exemple avec le Bureau international du travail qui a un programme de formation dans le sud, côté que nous demandons pour le tabac un coup de main dans la formation charpente, boss charpente, dans la formation boss maçon. Mais en plus tout, nous avons un potentiel dans plein local qui est la ravine du sud. Côté que potentiel ça a son danger lié en même temps, mais la ravine du sud c'est marbre lapchari. Ça veut dire que toute galette nous dans la ravine du sud c'est marbre lié. Donc son matériau qui est extrêmement intéressant pour faire gravier, pour accent, pour construction. Donc c'est pour nous une filière économique intéressante côté qu'on est capable de multiplier une série de gravels, il y a de l'autre rivière tout qui peut être capable de servir pour ça. Côté qu'on est capable en même temps mettre des gravels et en même temps contrôler la qualité matériaux que le monde peut utiliser pour bâtir. Ça veut dire nous déjà ouais des camions qui commencent à prendre sable dans la ravine à toute terre. Ça veut dire c'est des sables qui ne pas laver. Nous connaissons que quand ils peuvent construire, c'est des cas premiers accidents, que ce soit tremblement de terre,
que ce soit cyclone, nous connaissons d'avance, c'est des cailles qui prennent et écrasées. Donc, ces 3 propositions ça, que nous gagnons. Donc, refaire vraiment sur le littoral, identifier pour qui est-ce garder côté moun yoye, bailler côté que vraiment et pas bâti, donc ça nous les zones non édificantes. Deuxième question, c'est approcher question logement, relogement moun kay écrasé et non pas avec logement social, mais que nous abordons de façon différente, peut-être à travers un crédit immobilier, et puis contrôler qualité gens que Kaya construit ici dans le sud, aussi bien par des formations avec maçon et charpente, mais tout avec l'autre façon pour produire matériaux pour construire Kaya. Et ça, c'est gravel sous la ravine du sud. Donc pour premier point, ville et logement, moi je crois que c'est l'essentiel de ça que je m'intéresse pour dire. Hugues, la plaque agriculture. Dans page 7 documents que nous gagnons et nous gagnons estimation de population et 4 départements en 2015. Nous avons observé que 75% de la population, c'est population rurale. Ça veut dire monde qui principalement à vivre de secteur agricole. 3 quarts. Ça fait que secteur ça, c'est secteur qui prend plus coup dans la catastrophe ça et qui gagne la donne plus monde tout qui affecté, qui autant besoin de aide d'urgence, mais également de action immédiate en relance de production agricole là. C'est pour ça tout, pour secteur ça, gagner une dizaine de propositions que nous avons observées dans la fiche que nous gagnons dans le nous. Je vais présenter nos 3 premiers fichiers qui sortent de discussions, d'observations et que nous gagnons dans le sud, dans NIP, dans Grandance, et de discussions avec des opérateurs qui dans le département et du sud là, qui articulaient autour de besoins pour relancer immédiatement production agricole en dans département et en particulier en dans plaine irriguée. Il y a à peu près 10 000 hectares irrigués à l'échelle de 4 départements. Qui ont besoin urgent donc de relancer production agricole, en particulier culture bois sous campagne mois novembre. Ça qui va venir. Ça veut dire dans 15 prochains jours qu'il a, il faut que nous parions pour nous lancer une campagne agricole de novembre. Il n'y a pas de action d'urgence, mais en fait c'est la première action de reconstruction que nous avons gagnée en réponse à Mathieu. Et activité campagne novembre dans toutes ces occasions pour que nous réalisions des travaux principalement de curage et de réhabilitation de canaux d'irrigation. Et mon qui observé devant l'entrée de CCH là, il y a une image parfaite de l'état canaux d'irrigation qui soit ensablé, soit gorgé de branches d'arbres ou de bois tombés là qui bouchent. Donc c'est occasion pour campagne novembre pour ensemble canaux ça curé pour mettre de l'eau passée pour irrigation qu'a fait et pour campagne haricots et novembre. Donc c'est une opération bien entendu qui implique donc différents acteurs qui interviennent dans le secteur agricole là, des acteurs qui ont la production et semences. Il y a un effort à faire pour chercher des semences qui étaient dans le monde, qui étaient fait récolter semences haricots et qui étaient fait récolter haricots octobre, mais qui malheureusement en partie perdu dans le monde. Et son opération qui implique tous des projets qui sont en cours, qui a besoin d'un petit recadrage et rapidement pour adapter les moyens vers la campagne haricot novembre. Deuxième fiche là concerne la campagne agricole janvier-février. Campagne ça concerne autant plaine irriguée que ensemble zone de montagne avec des cultures tant que haricots, maïs, du riz et pluvial, bouture patate. Yam, et des propositions également pour que nous introduisions ensemble de légumes à cycle court pour que rapidement nous ayons à la fois des bagailles pour balancer le régime alimentaire mais également des bagailles qui pourraient arriver sur le marché.
différence entre campagne novembre et campagne janvier, c'est que campagne janvier a couvert quasiment 10 000 hectares de plein irrigué, mais également à peu près 100 000 hectares en zone de montagne pour permettre que Monio recommence et zone de production. Et ensemble opérateurs que nous ciblons dans la campagne novembre concernés par la campagne janvier-février 2017. Là. Et troisième action qui gagne pour le secteur agricole là, c'est reconstitution cheptel. Nous faisons un pile d'observation et un pile de témoignages que plus fort capital bétail là perdu. Et nous tous nous connaissons que dans le milieu rural, bétail là c'est pratiquement une forme principale d'épargne de famille. L'éclair que Tibascoa est quasiment détruit. Il y a un pile perte en gros bétail et en perte en petit bétail. Donc, il y a une proposition donc, pour une action immédiate aussi de reconstitution du cheptel et des familles qui supposait marcher en même temps que la reconstitution pâturage. En réalité, bailler des bétail sans que pour un pâturage dans la zone, c'est une opération qui ne va pas mener loin. Donc, il faut que ça aille conjointement reconstitution des pâturages et reconstitution de cheptel famille. Avec 3 schémas possibles et du gros bétail que nous avons cherché dans la zone sud là, avec dans la zone qui a l'élevage, tant que nord-est et pas central, et des kits petits bétail, porc caprin, et des kits volailles, et kits avicoles pour que nous et des familles et reconstituer le capital cheptel et un moyen pour recommencer et accumuler les revenus à travers l'élevage. Et là, c'est une action qui concerne évidemment le ministère de l'Agriculture et qui concerne également acteurs qui interviennent dans l'élevage, notamment vétérinaires et intervêtes, et éventuellement des boutiques d'intrants qui ont fait et distribution vaccins et médicaments. Donc, il y a 15 000 familles, 150 000 familles à peu près qui sont concernées par la question de reconstitution cheptel là. Merci. Après 3 premiers fiches que Hugues Joseph prend avec nous, moi je prends avec nous 4 fiches sur le secteur agricole là. Il y a des gens qui ont dit que le secteur agricole là, très représenté, mais c'est parce que c'est une zone qui effectivement que le cyclone a pu frapper. Et je prends la fiche 6, 7, 8 et 9. La fiche 6, c'est la fiche café. Café a fortement frappé parce que justement c'est le vent qui était plus fort dans tout ça qui passait. Et le vent arrivait même dans toute zone là, pratiquement brûlé feuilles café, brûlé feuilles cacao, brûlé même rac bois qui était végétation naturelle. Pour café, la production agricole a perdu, selon propriétaire, à 80%. Production café annuelle. Déjà, nous connaissons que le café a subi un peu de changement climatique avec chaleur qui montait côté café planté. Café sont plantés dans une température plus ou moins faible. Et puis, il y a tel côté café planté, comme c'est chaud. Ça fait que déjà, le café ça a subi des maladies qui ne sont pas habituées là-dedans, comme la rouille, ou bien il y a une série d'insectes qui ont attaqué, grain de café ou même des scolite, mais c'est dans des conditions chaudes qu'ils ont développé. Donc déjà, nous avons un problème ça dans le café. Et nous considérons que du point de vue intervention, le premier bagage pour nous faire, c'est intensifier l'action café beaucoup plus en montagne, dans la hauteur, côté café, dans le milieu qui est plus favorable pour lui aujourd'hui. Et lundi dans la montagne, dans la haute montagne, ça veut dire café qui est dans 300, 400, 500 mètres, pour café qui est dans la zone, pour fond d'un nègre, etc. Bon, nous avons régénéré le café, café pour marché local, mais nous connaissons qu'il y a continué à subir un peu de température qui montait
eh bien, préférable que nous intensifions l'action dans le hôtel. Alors, du point de vue activité, nous prévoyons régénérer le café qui existait avec taille, avec effort de fertilisation organique et faire que le café ça a rebougeonné. Il y a quelques cafés gâchés, ça a perdu, mais puis il faut, c'est coucher au perdu feuille. Il y a des techniques de taille qui permettent de faire le café à rebougeonner sous une année et demie, deux, d'avoir commencé à remettre le café. Ça, c'est ça, dans la régénération ancien café. Mais on va que nous prévoyons extrêmement important, c'est profiter de l'occasion du point de vue d'aménagement du territoire, porter effort café dans l'hôtel. Ça nous est dans les hautes montagnes. Et là, on a parlé d'altitude qui dépassait 900 mètres. 900 jusqu'à 1400 mètres. Café, qui est un café déjà qui est pour régénérer, on a régénéré, mais on a fait extension culture café dans la zone haute, dans les hauteurs, les terres d'altitude. Donc, deux actions, régénération et en basse altitude, en moyenne altitude. Ça, c'est café marché local, ce n'est pas café qui est bon pour qualité. Mais on a porté l'action beaucoup plus dans hauteur pour que nous venions café de meilleure qualité, haut de gamme, café de qualité qui sous marché international là, qui est plus bon prix. Là, on a parlé de café ordinaire, on a parlé de $1,5 par litre. Là, on a parlé de café de qualité de haute altitude, on a parlé de $4 jusqu'à $6. On ne parle pas de café haïtien qui vendent comme ça. Donc ça veut dire, sous même quantité de café au café de montagne, on va faire 3 fois, 4 fois comme qu'on a fait pour même livre café, $1,5 dans moyenne altitude et basse altitude. Et donc, ça c'est premier. Donc, c'est des options pratiquement d'avenir que nous avons fait. C'est ça, nous repenser l'aménagement du territoire avec un café en haute altitude. Ça, c'est un choix majeur pour que le monde ne pas prendre tout moyen ou le mettre dans la moyenne altitude à côté pour chaque goutte qu'on dépense ou pas voir un résultat que vous mettez en haute altitude. Au niveau prix seulement, sont différences de 1,5 à 4 jusqu'à 6. Comme résultat, dans le livre café produit. Ça, c'est pour café. Dans le café, qui est très important au niveau stratégique que nous mettons, c'est association de culture, quelle que soit l'altitude. C'est mettre café avec l'autre produit pour, s'il y a un problème dans le prix, on joue, l'autre culture aide, c'est qu'à banane, c'est qu'à avocats, mais tout, c'est qu'à des cultures qu'on mettait en sous-bois, en bas dans le café, tant que à Raoult, le monde qui connaît, qui chante ça bon, les pagans ou les chantiers à Raoult pour la bouille, ok? Ou bien gingembre qui lui-même bat, si mauvais temps a venu repasser, il y a qu'à bailler un petit revenu pendant que le café a un problème lui-même avec vent. Donc, système diversifié que nous avons l'écosystème caféier et non pas café pur. Pour moi, c'est très très important que je dis tout, même pour question de température qui a changé, eh bien, nous nous compte dans la diversification, ça, il y a des pieds bois, ou bien banane, ou bien pieds bois d'un coup sucré, qui est nécessaire dans le café, parce que l'ombrage là, c'est un combat qui égalise un peu le problème de sécheresse, le problème de température. Donc, mon choix important, c'est diversification et culture qui a différents niveaux d'étage à produire. Deuxième produit, c'est ficette, cacao en moyenne montagne. Cacao défolié, en pile, pratiquement toute cabosse, c'est fruit cacao, tout tombé. Il y a un traitement mature, il y a un paysan, il y a un agriculteur qui commence
utiliser, mais il n'y a pas mature, on ne va pas faire rien pour eux. Ok? Non, sous question cacao, li recommandé, très recommandé que nous profitions de l'occasion pour café qui perd pied dans la partie basse là, avec la partie moyenne là, eh bien, nous mettons cacao là-dedans. Pour les gens qui connaissent, c'est que si vous avez 3 pieds 4 pieds café qui restent dans le niveau ça, vous pouvez quitter pour venir mettre cacao en associé avec lui. Mais c'est un bagage qui est nécessaire dans la partie de Cameroun comme une nécessité pour développer cacao dans la moyenne altitude. Nous spécialistes dans ça là qui commencent à faire travail ça déjà et que non seulement encourager, malgré le frapper, c'est agronome Chesnel avec Chesnel Jean, avec Haïtika, qui commence à faire travail ça déjà. Nous encourager malgré le mauvais temps, malgré que le frappé dans le texte qui a commencé le travail, que continuer. Parce que moi-même, les Beaumont, moi, des jeunes café qui fait planter, cacao, qui fait planter, et puis faire la sécher après il faut passer. Okay? Donc, il faut recommencer, mais il faut recommencer avec une meilleure couverture, avec une bonne couverture pour température au mieux dans les conditions. Donc, c'est remplacer le café de 500 mètres, de moins de 500 mètres, par le cacao. Il faut nous profiter peut-être plus gros perspective en termes de superficie qui gagne c'est pour cacao, plus que pour café. Et à l'occasion, si il y a un ONG, si il y a un groupe comme Haïti KSA qui a développé, c'est vraiment développer, d'accord? C'est vraiment développer cacao fermenté à l'occasion. Il y a de petites techniques, il y a de petits équipements qui permettent de faire ça, qui permettent que les agriculteurs, facilement, avec formation, ils passent de cacao traditionnel que nous avons retiré le cabosse là, et puis séché, et puis lui-même, on va le mettre le fermenter pendant 5 jours avant qu'on mette dans le soleil. C'est deux produits différents parce qu'aujourd'hui, pour une différence de prix entre deux, cacao fermenté 60% plus cher que cacao non fermenté. Il était même beaucoup plus. Il y a peut-être 3-4 ans, lors de vendre une tonne de cacao traditionnel, séché traditionnellement, il était $1000. L'autre là, c'était $3000. Donc, il y a l'autre là, il faut monter parce que lui, il y a moins. Mais c'est très important pour l'orientation de culture cacao. Il faut le faire dans la place café, d'une part, et d'autre part, il faut que le cacao que nous visons pour nous produire, c'est de préférence cacao fermenté. On m'a dit de faire un petit peu de français, j'ai comme l'impression que ça marche pour le cacao. Donc, il faut régénérer les plantations qui ont subi le récolte et on prévoit dans ce programme de régénérer près de 5000 hectares dans le sud. Il faut porter de nouvelles plantations de cacao, près de milliers d'hectares, dans le grand sud de Cambérène jusqu'à de Saint-Louis du Sud même, jusqu'à Dame-Marie et Anse-des-Eaux, qui est très frappé. Il faut intégrer le cacao dans un écosystème associé avec d'autres cultures. De ce point de vue-là, on peut faire ça, agriculteurs, comme fait déjà, mais il y a même des dispositifs de plantation qui ont utilisé dans d'autres pays, très simples, pas compliqués pour nous, qui associent cacao avec cocoyer, avec ananas et avec gingembre. Et cocoyer, par contre, si pendant la bina nous, il y a pile de cocoyer qui frappait. Et dans le sud est un bastion de cocoyer tel que presque pas de monde qui a fait manger la caillou
si on va y cocoyer, que c'est maïs, que c'est du riz, que c'est une pratique culinaire du Grand Sud. Sans compter le cocoyer pour boire, le cocoyer pour manger. Donc, cocoyer à tout, il faut envisager, mais on envisager en association avec cacao. De même, on a envisagé ananas parce que c'est un produit qui cavonne bien, aussi bien au niveau interne qu'externe. De même que gingembre. On a passé à troisième groupe, c'est d'autres arbres fruitiers. Et un arbre fruitier qui frappé, c'est avocat. C'est une plante qui casse, mais disons en pile pied, les avocats qui cassent, sous opportunité que le banon pour le faire un bagage qui est surgreffage. Vous venez couper les avocats en hauteur de 1,5 m, 3 mètres, et puis sous partie base qui était là, vous venez greffer d'autres variétés. Mais quand l'opportunité est, eh bien, il y a une possibilité qu'on y a pour joindre des greffes de avocats, des variétés contre-saison, tant pour choquette, tant pour carême. Pour ça, c'est intéressant. C'est que là, tout avocat pareil, on peut comparer, mais là, on pareil, là, ça a pris l'avocat 3 fois plus que là, tout l'autre pareil. Donc, c'est l'occasion pour, si nous fait réhabilitation des avocats, que nous faisons de manière à ce que les variétés d'avocats pour ce sont des avocats de contre-saison. Ce n'est pas l'avocat traditionnel, c'est d'autres variétés qui existent sur le marché, comme choquette ou carême, qui ont même pour le parer en carême, c'est-à-dire en mois mars, tandis que les autres sont prêts en décembre, janvier. Là, ça a pile les avocats sont produits qui périssables, qui ne peuvent pas arrêter, donc il faut en vendre, les prix sont bas. Les avocats, mine de rien, c'est un produit très important dans la sécurité alimentaire des gens. Il y en a qui dit que c'est le beurre des pauvres, et l'autre qui dit que c'est la viande des pauvres. Et il y a l'autre fruit qui est pour mango, qui a fait greffe ça, même genre le manguier peut être surgreffé aussi. Il resterait aussi à produire des plantules, des jeunes plantules, ce n'est pas greffage, des jeunes plantules, mais que nous greffons avec variété que nous avons besoin pour nous planter. Des arbres fruitiers comme ça, pratiquement toutes les familles sont demandeurs. Toutes les familles, parce que toutes les jardins, il y a un arbre fruitier qui est là, qui te permettent en période de récolte, de gagner des fruits pour manger et des fruits pour vendre. La fiche 9, c'est les tubercules, essentiellement la patate douce et l'igname. Je vais parler plus longuement sur la patate douce là, pour une raison. C'est que c'est une culture qui résistait à mauvais avant eux, parce que pour les gens qui ne pas connaissent, la patate là sont plantes qui rampante, qui a terre, donc qui est très bas, que le vent pas joindre. Mais son plantes tout, qui avantage c'est que même le paré, pour qu'il ait un mois et demi en bâton, en attendant pour qu'il utiliser réserve là, comme si on récolter chaque matin quelques patates. Mais un bagage très important dans la patate douce là, c'est qu'il y a des variétés de patates qui ont un cycle très court. Il y a des variétés de patates que malice populaire est sauver kata, ça veut dire sauver tout le monde qui n'a pas encore, parce que sous 2 mois et demi, il y a des variétés de patates. Sauver kata à son cas, il y a un petit poule-poule, il y a combattre la misère, il y a un pile comme ça, que même quand il y a un moment où nous parlons, si nous avons une variété de patates, nous mettons potel dans la zone, nous avons une très grande demande, parce que les terres qui te couvrent, vie ouverte pour ça, il y a une possibilité dans la cour, la canette là, pour ce qu'il n'y a pas de café avant, parce que pas de café en bas l'ombrage. Mais, Kounia, les cafés, en 3 mois et demi, le temps que reboisement, refoliation faite, la récolte de patate là, et
Sous 2 mois et demi, il a commencé à récolter patates pour manger, sans compter pour vendre. Patates sont produits qu'à transformer, tout, nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais c'est une culture, c'est une de situation précaire que nous avons. Il y a des variétés au niveau local déjà adaptées pour ça. Yam, c'est, je dis, une culture qui est plus rentable dans l'agriculture haïtienne. Là, on est dans un quart d'hectare, ça veut dire, bon, disons, un quart d'hectare, il a fait 80 000 gouttes, il a fait 100 000 gouttes dans un quart d'hectare, ça veut dire 400 000 gouttes de profit dans un quart d'hectare avec un jaune. Par contre, les gens qui mangent un mieux, soit sigine, soit jaune, ça veut dire que c'est parmi les cultures les plus rentables. Nous avons intérêt à relancer, bien que yam qui était fait en bas bois, puisque bois souffre, mais pratiquement raché. Ouais. Tandis que les nous arrivons aux côtés de Salagnac, nous joignons que yam jaune, feuille pas tellement frappé, seulement comme son tuteur que vous mettez pour lui, il est couché. Récolte là, pas de bail, ça le bail là, le travail peut-être 50%, 60%, mais il est là toujours, culture là toujours. Donc c'est une culture qui est intéressante pour nous relancer. Là, on parle d'une variété d'igname bien précise qui s'appelle l'igname jaune. Lui-même, il prend 7, 8 mois, 9 mois pour le parer. Et c'est peut-être ça nous prévoit dans une multiplication de semences. Le ministère, c'est des petits morceaux de yam de 200 grammes. Ça nous a fait parce que l'autre côté qui gagne que nous avons ramené yam ça ici, yam jaune ou yam sigine sans problème. Pas de difficulté pour faire ça. Ça c'est une. Deuxièmement, pour yam nous prévoit pour résoudre le problème tuteur. Parce que en pile dans le bois, comme servi tuteur, comme pour Kajuarina, etc., il y a terre. Nous avons un petit bout, quelques bouts, mais peut-être si nous ne pas joindre, il y a d'autres zones qui ont pouvoir alimenter les zones ici en tuteur. Parce que dans la phase que nous y avons, il est préférable de promouvoir un igname avec tuteur. Nous prévoir là encore, parce que c'est des bagages, si nous commençons à demander la parole très très fort, nous sous plan yam, nous va jouer. Ouais. Si nous gagnons ça comme offre, eh bien, nous avons en pile de demande. Nous te prévoyons que près de 50 000 familles doivent bénéficier de l'opération yam et patates douces comme tubercule. Juste pour information, aux zones de tout le grand sud là, incluant le sud-est, il y a à peu près 50 000 hectares selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et à peu près l'équivalent en patates douces. Bon, c'est ça pour le moment. C'est qui est, maintenant, je ne sais pas qui est l'autre bail que nous allons une fois pour toutes, exactement. Nous avons parti pour nous, nous avons quitté la partie agriculture, nous avons l'économie. Comment, dans le contexte actuel, mener à avoir des interventions qui, depuis qu'on y a, capables d'aider les familles pour leur avenir au niveau revenu. Nous avons trouvé dans la fiche 11. Nous-mêmes qui là, nous, regardez là pour ici, mais c'est tout côté, c'est comme ça, dans toute zone. C'est toute côte sud là, toute Anse des Naux, toute Dame-Marie. C'est un paysage découvert avec un lot important de bois morts. Et de bois morts qui, si nous quittons comme ça sous la pluie, pratiquement, pour le perdre valeur ou bien pour le perdre tout court. L'idée première qui est plusieurs mondes qui arrivent, dit bon, avant même que nous ayons réfléchi, on écrivait au ouais, les gens qui commençaient par le faire charbon. Et les charbon qui est en fait déjà.
Il y a des charbons qui est paré déjà, il y a des camions charbon qui sont sortis de Jérémie que nous voyons, capable de Prince, capable de. Bon, c'est important, mais il y a deux bagages qui ont une difficulté pour nous. Le premier, c'est que il y a un pile cas où il n'y a pas assez de feuilles. Parce que là, tout fait charbon, il faut des feuilles d'arbres. Pour permettre les conditions pour vite pour que le charbon se prépare. Eh bien, selon certains mondes, regardez dehors, par exemple, une feuille sèche. Il faut que son feuille qui est relativement humide. Il y a des gens qui prennent bois banane, qui déjà prennent bois banane, qui fait ça. Ça, c'est eux. En général, il est reconnu que cette technique que l'agriculteur haïtien fait pour faire charbon, avec un pile perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, c'est au fond, on aurait pu gagner sur ces plus de charbon, certainement 30, 35%, 40% même en plus de charbon avec même quantité de bois. Donc à l'occasion, nous pensons, son type d'intervention qu'a fait, il y a des fours à charbon métalliques. Il y a différents types. Mais il y a même des types qui sont déplaçables, mobiles, qui sont où et qui permettent que vous joignez des résultats qui font atteindre 30% de charbon, en plus que notre technique paysan. Le paysan lui-même, c'est terre. Il mettait l'irangé bois, il mettait terre, et puis il mettait feuilles, et puis il mettait terre. Ça, c'est un type d'intervention qui pour moi, qui pour nous, est intéressant. Et c'est ainsi que nous prévoyons que nous pouvons acheter des fours qui permettent ça. Mais déjà, aider Mounio, Kounia, à faire charbon, le marché existe. Il se peut bien que si tout le monde a fait charbon, il y a un excédent de charbon sur le marché qui t'a demandé que l'État t'a fait un effort de constitution de stock stratégique qui permettent que pas de trop de charbon, l'acheter charbon dans le pays, pas de trop de charbon à la fois qui mettait sur le marché. Un type d'opération comme ça, il est simple, c'est une opération de régulation, c'est m'assurer agriculteur intel, je vais acheter charbon dans le pays, je paye le lit, nous stocker, soit dans le bassin, en Haïti, nous sommes le centre de ministère de l'Agriculture qui a des espaces totalement sous-utilisés. Je vais citer un cas que tout le monde connaît, c'est la ferme de Fontenay, qui a un bâtiment, de grands bâtiments, et qui a un espace non utilisé, qui pourrait être une zone d'affectation pour stockage de produits stratégiques, okay? Et charbon canon. Et pour gestion, nous connaissons l'État n'est pas mon gestionnaire, il y a besoin des ONG ou même des privés qui prennent en gestion espace avec stock avec toute la rigueur de contrôle qu'il faudrait dans un tel cas. Ce n'est pas des choses compliquées. Et il y a des gens dans le pays d'Haïti qui ont des stocks de grains, des stocks de riz, etc., qui ont géré à bien. Donc, c'est l'État donne l'impulsion pour constituer ces stocks stratégiques. On verra après que ces stocks stratégiques concernent aussi des grains, du maïs, du riz, et le charbon peut être un autre. Fiche 12. Si jamais, et pour des questions de langue, il y a des petites choses qui... Dites-moi, je peux faire la petite traduction rapide. Fiche 12, c'est le bois d'œuvre. Parmi les bois tombés, il y a du bois de qualité, de chêne, du bois blanc, qui sont soit debout, sans feuilles du tout, et dans certains cas, il n'y a pas d'espoir de floraison, de rebourgeonnement. Alors, dans les fruits, il y a un fruit dont il n'est pas parlé, qui est quand même très important, qui a été perdu, c'est l'arbre véritable. Mais là, parlons du bois d'œuvre. Eh bien, dans ce bois d'œuvre,
il est possible de faire la promotion de la transformation du bois en planche, en latte. C'est une nécessité aujourd'hui. En porte, en fenêtre, qui crée du travail avec les artisans, mais aussi qui valorise ce bois debout ou à terre. Et on propose de multiplier, il y en a quelques-uns en Haïti, des scieries, des petites scieries mobiles, déplaçables, qui ne coûtent pas cher, moins de 10 000 $, et qui pourraient être mises en valeur et par ces scieurs et par les ateliers, il y en a beaucoup, des ministères. Le marché des portes de bois ou des fenêtres de bois reste un marché pour le privé ici, porteur. Il y a des entreprises qui sont qui ont des contrats, des fois, sur 3 années de suite pour portes et fenêtres. De ce point de vue-là, il y a des gens, par exemple, à Fond-des-Blancs, à M. Thomas, il y a une scierie dont il dispose du modèle qu'on souhaiterait. Dans le nord-est, il y a une scierie de M. Cassagnol Yves qui peut servir de modèle pour voir ce qui est souhaitable de faire. Mais la valorisation du bois d'œuvre, c'est aussi planter des plantures de bois d'œuvre, comme au chêne haïtien. En définitive, aujourd'hui, pour certaines terres, le développement du bois d'œuvre peut se révéler une activité très rentable. Très rentable à l'hectare, avec une exploitation ordonnée, une exploitation organisée et non argent. La fiche 14 que je prends, Michel ne parle trop loin. Voilà la fiche 14 qui est cash contre travail. C'est nécessaire aujourd'hui. Les gens ont besoin de liquidité. Ils viennent tout juste de dépenser tout leur avoir pour la rentrée des classes des enfants. Dans une famille de 4, comme c'est des familles de 5, s'il y en a 4 qui sont à l'école, ça fait facilement plus de 1 000 $ américains de sortie. Et en général, pour ceux qui connaissent bien le milieu rural haïtien, la liquidité, le cash est très limité. Il y a des déficits de trésorerie graves qui obligent des fois les gens à ne pas envoyer les enfants à l'école, mais des fois à ne pas cultiver des parcelles, parce qu'il n'y a pas de liquidité. Okay. Donc, ce travail de cash forward est une nécessité et des différents types de travaux sont envisagés. Aménagement de routes et sentiers, curage de canaux d'irrigation, dont parlait Hugues, drainage, canaux de drainage, déblaiement des arbres sur les routes, travaux de protection de berges, de rivières, déblaiement des éboulements, travaux de protection de bassins versants, terrasses, canal de contour et vives. Tout ça devrait être l'occasion de d'apporter aux communautés du cash qui est nécessaire. La semaine dernière, on était là, on a été 2 jours au marché. Il y avait des marchandes avec beaucoup de produits manufacturés, on ne le voit au presse, mais il n'y avait pas d'acheteurs parce qu'il n'y avait pas d'argent. Alors, on a fait un peu d'historique de cyclone. Dans une zone comme Jérémie, il y a des gens qui nous ont dit que après Hazel, 54, il y a eu des situations de famine telles que les gens en étaient à manger systématiquement des chiens, ce qui n'est pas une pratique.
pour vous dire qu'il faut prévoir que ces communautés peuvent arriver sans argent, sans rien du tout, dans des situations difficiles. Du point de vue stratégie pour le cash pour le travail, il est bon dans une intervention dans ces zones-là, que ce soit public, que ce soit d'une ONG, d'avoir l'appui de mairies, d'avoir des organisations de base vous aidant dans ces interventions. Et le salaire à pratiquer devrait être celui proposé du moniteur de l'arrêté du 23 mai 2016 qui dit que ce salaire minimum pour l'agriculture doit être au moins de 260 gouttes par jour de 8 heures. Au moins. On pense qu'il faudrait pouvoir faire bénéficiable à plus de 50 000 familles de ce type de travaux, au moins durant les 3 prochains mois. Le temps pour une plantation de patates de commencer à donner pour que les gens puissent vendre et manger. Reconstruire Haïti, on a intérêt au pays, nous tout envirer de vivre, on est tout petit monde qui doit à l'école, les citoyens doivent parler toute parole. Côté t'as fleuri, c'est mon démocratie. Rebâtir